Le SNRL, les locales, la CNRA vous présentent PLF 2025, qui veut la mort des radios associatives, avec le soutien de Broadcast Associés. Si vous écoutez cette émission, c'est que vous l'écoutez indéniablement sur une radio associative. Les radios associatives en France jouent un rôle fondamental dans le paysage médiatique depuis plus de 40 ans, offrant une alternative précieuse. D'abord, elles sont un vecteur de pluralité culturelle et sociale avec une formidable diversité des contenus. Elles assurent la diversité des voix et des opinions. Elles offrent une vitrine aux cultures locales, aux artistes indépendants et aux courants musicaux moins diffusés dans les circuits traditionnels. C'est souvent sur ces antennes que vous pouvez découvrir des genres musicaux plus rares ou entendre des émissions consacrées aux problématiques sociales, politiques ou environnementales. Ensuite, elles sont un acteur clé de la communication sociale de proximité. En tant que structure locale, les radios associatives favorisent l'expression des citoyens. Elles permettent aux habitants de prendre la parole sur des sujets qui les concernent directement, qu'il s'agisse d'initiatives locales, de débats citoyens ou de l'organisation d'événements culturels. Cette dimension participative est essentielle dans des territoires parfois délaissés. Et enfin, les radios associatives jouent un rôle important dans l'éducation aux médias et dans la formation des jeunes. Elles forment de nombreux salariés et bénévoles au métier de la radio et participent activement à la transmission des compétences techniques et éditoriales. Ce rôle d'éveil critique et d'apprentissage est d'autant plus précieux à une époque où la défiance envers les médias grandit. Et enfin, les radios associatives sont aussi source d'innovation avec par exemple les premières expérimentations de radio numérique terrestre lancées à Nantes en 2007 par une poignée de passionnés. En somme, depuis plus de 40 ans, les radios associatives constituent un espace de liberté, de diversité et de proximité dans un paysage médiatique souvent standardisé. Elles sont un outil indispensable pour la vitalité culturelle et citoyenne en France. Mais tout cet édifice, tout cet espace de liberté est sur le point de vaciller, ou pire, sur le point de disparaître à cause d'un projet de loi de finances mortifère qui prévoit de réduire de 30% le fonds de soutien à l'expression radiophonique, socle du financement des radios associatives depuis les années 80. C'est l'objet de cette émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui avec ce titre évocateur, PLF 2025, qui veut la mort des radios associatives. Alors PLF, DGMIC, FSER, nous allons faire l'usage d'acronymes obscurs pour la plupart de nos auditeurs, mais rassurez-vous, on va tout vous expliquer grâce à nos deux invités. Jean-Marc Courrèges-Sénac, coprésident de la CNRA, la Confédération nationale des radios associatives, et de l'association Les Locales. Bonjour. Bonjour. Et puis Christophe Bedbédé, délégué général du SNRL, le syndicat national des radios libres, et membre du conseil d'administration de l'association Les Locales. Bonjour. Bonjour. Alors l'association Les Locales, c'est l'union inédite entre la CNRA et le SNRL qui symbolise l'engagement continu de ces deux organisations professionnelles pour la défense et la promotion des radios associatives. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la baisse de ce fameux FSER. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont d'abord des radios associatives et puis ce fameux FSER ? Radio associative, je pense qu'on va parler à deux voix. Les radios associatives, c'est très souvent des radios de territoire, c'est-à-dire qu'elles vont être impliquées dans une commune. Ensuite, ça peut être d'autres périmètres, et cantons, départements ou régions. Ce sont des radios qui vont être impliquées avec plusieurs missions qu'elles vont mener, des actions culturelles, d'innovation culturelle aussi, lutte contre les discriminations, il y a aussi le développement local. Et il y a une action qui est primordiale, c'est celle de l'éducation aux médias et à l'information, comme vous l'avez rappelé avec notamment la défiance des auditeurs et des auditrices par rapport à toute l'information qu'ils peuvent absorber, et notamment au niveau des réseaux sociaux où les fake news, désolé pour l'anglicisme, pullulent. Donc les radios associatives, ce sont des radios de territoire qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs auditeurs et leurs auditrices. Ces radios proposent quelque chose de différent par rapport aux autres médias mainstream, notamment les réseaux nationaux, parce qu'il n'y a pas de logique aussi commerciale derrière ces radios associatives. Donc on peut expérimenter des choses, ce que ne peuvent pas faire les radios dites commerciales. Donc voilà, les radios associatives, c'est vraiment des radios de territoire qui sont impliquées et qui travaillent pour le bien commun et pour la société. On connaît le nombre de radios associatives en France ? Il y en a plus de 750, plus de 750 services radiophoniques. Et les radios associatives, c'est aussi, alors ça va être un peu moins glamour, mais c'est aussi un statut.
C'est-à-dire que les radios associatives, ce sont des radios dites de catégorie A, qui sont définies ainsi par la loi de communication et de l'information de 1986, et qui sont donc reconnues par la loi, qui a une mission de communication sociale de proximité à remplir. C'est ce qu'a très bien défini en fait par les faits Jean-Marc à l'instant. Et c'est en raison aussi de cette reconnaissance et définition qu'elle bénéficie du fameux FSER qui a été évoqué dans l'édito, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est donc un dispositif d'accompagnement qui vient donner les moyens aux radios associatives de mener cette mission de communication sociale de proximité. Ah. Je vais même être plus précis en ce qui concerne le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. À l'origine, c'était un fonds de péréquation, c'est-à-dire que on est contraint. Les radios associatives sont contraintes avec 20% maxi de recettes publicitaires. Par exemple, vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros, vous ne pouvez pas dépasser 20 000 euros de chiffre d'affaires publicitaire. C'est à l'euro près, hein. Faut préciser que c'est vraiment à l'euro près. Donc c'est une contrainte. Dans ce système de péréquation, puisque nous avons une contrainte qui a été imposée aussi pour participer à la pluralité et à la diversité du paysage radiophonique, ces contraintes-là, elles étaient mises en place également pour préserver le paysage radiophonique et notamment les radios commerciales, qu'elles soient de catégorie B, c'est-à-dire les radios locales commerciales, ou de catégorie C, c'est-à-dire les réseaux nationaux, mais qui proposent un décrochage local avec des programmes locaux sur une zone déterminée. Donc ça protège ça, et ça protège aussi la presse écrite quotidienne ou hebdomadaire régionale qui se trouve sur place. Et ce fonds de péréquation, à l'origine, il y avait une taxe parafiscale sur les régies audiovisuelles qui était prélevée et qui permettait de financer donc ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. Ce fonds de soutien, normalement, devait nous donner les moyens de faire juste de la radio. Je ne parle pas d'émissions, des critères prioritaires, on y reviendra peut-être par la suite avec une aide sélective, mais sur l'exploitation en tout cas, ça devait uniquement nous aider à faire de la radio au même niveau que les radios commerciales. On n'est plus trop sur le même niveau depuis 2002 où l'aide individuelle à l'exploitation pour chaque radio associative n'a pas bougé. Pire même, il y a de cela quelques années, il a baissé sur les plus hautes tranches de 1 000 à 2 000 euros. Alors que les charges, elles, ont augmenté. Elles ont véritablement explosé entre 60 et 90% suivant les charges. Depuis 20 ans. Il faut expliquer aussi que les radios associatives ne peuvent pas changer de statut. C'est-à-dire qu'une radio associative, si elle veut changer de statut, ça peut arriver pour certaines, elles doivent rendre leur fréquence à l'ARCOM, anciennement le CSA, et puis repasser par un appel à candidature. Avec le risque de perdre cette fréquence. Exactement, et c'est déjà arrivé. Oui. Donc en quoi le fonds aujourd'hui, ça représente en général combien au niveau des radios associatives, au niveau de leur fonctionnement? Est-ce que pour certaines radios, est-ce que c'est juste le fonds de soutien qui les fait vivre ou, alors en moyenne, donc on a évoqué qu'il y a 780 radios associatives actuellement en France, ça représente en moyenne 40%, 40-50% de leurs ressources. Or, les typologies de radios étant très différentes, pour certaines, ça peut aller jusqu'à 80% de leurs ressources. Hein. Pour d'autres, un peu moins, mais en moyenne, c'est 40% de leurs ressources. Alors, donc ce qui nous fait venir aujourd'hui à ce micro, c'est l'histoire du PLF, le projet de loi de finances 2025. On va peut-être expliquer en quelques mots ce que c'est. Le PLF, c'est ce qui le gouvernement donc décide. C'est en gros le budget, voilà, les recettes et les dépenses pour l'année à venir qui doit être votée, donc ce PLF. Et dans ce PLF, il y a le volet culture et forcément le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et le gouvernement prévoit une baisse de 30% des crédits alloués à ce FSER. Quelles seront les répercussions concrètes pour les radios associatives en termes de financement et de maintien de leur activité par rapport à cette baisse qui est prévue? On va rappeler les chiffres, peut-être le fonds de soutien c'est quasiment 30. Actuellement, c'est un tout petit peu plus de 35 millions d'euros. Et là, ça devrait passer à un tout petit peu plus de 24 millions d'euros. Donc on voit qu'on n'est pas sur une simple coupe budgétaire. C'est vraiment un cataclysme pour les radios associatives. Parce que, alors que, je le répète, l'aide à l'exploitation n'avait pas progressé depuis 2002, même elle avait baissé, mais là on doit avoir une baisse de 30%.
sur des économies qui sont déjà fragiles, où les leviers de financement n'existent pas ou alors sont très très limités, et encore plus limités puisque dans ce PLF 2025, les collectivités locales et territoriales sont elles aussi, voient en tout cas elles aussi leur financement être sabré. Donc nous n'avons pas 36 000 leviers de financement au niveau des radios associatives. C'est vrai que dans un premier temps, lorsque l'aide à l'exploitation n'a pas progressé à partir de l'année 2002, c'est vrai qu'on a réussi à trouver des leviers de financement supplémentaires, mais qui très souvent provenaient de collectivités locales ou territoriales, ce qui nous a permis de compenser en fait la hausse des charges qui, elle, a toujours été constante et qui même s'est accélérée ces 3 dernières années. Donc on le voit, hein, cette coupe budgétaire, elle va plus que fragiliser les économies déjà fragiles des radios associatives, c'est un coup de guillotine, comme on l'a expliqué déjà dans le communiqué de presse qui a été envoyé. Parce qu'effectivement, les collectivités sont énormément impactées, donc les communes, les communautés de communes, d'agglomération, les départements, les régions qui contribuent elles également au financement souvent des radios associatives. Peut-être juste rajouter aussi un élément de contexte quand même sur... il y a le fond, le fond du fond d'ailleurs, le fond de la réduction, mais il y a aussi la forme qui vient aussi expliquer comment on a reçu ce message de réduction. Parce que dans le contexte d'économie globale qu'il fallait faire, qu'il y ait des réductions... on pouvait envisager quelque chose. Mais il y a la forme. Et la forme, elle est surtout que cette réduction n'a pas du tout été communiquée. Au sein du budget de la culture, ça s'est passé sous silence. Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi c'est la seule ligne du budget de la culture dans le programme Média Livre Éducation qui a été impactée. Et pas impactée autour de quelques broutilles. Vraiment 10 millions, 30%. Là, le fonds de soutien à l'expression radiophonique a été ciblé. Donc, en plus du fonds de l'impact économique sur lequel on aurait pu commencer à négocier sur faut-il diminuer, pas diminuer, comment faire pour la suite, c'est qu'en plus, il y a un ciblage de ce fonds et de notre secteur des radios. Et c'était d'autant plus surprenant qu'on ne s'y attendait pas du tout, d'une part. Toutes les dernières années, le fonds de soutien a été renforcé. Et en plus, à chaque fois par le soutien politique du propre ministère de la Culture. Donc en fait, si on reprend les raisons pour lesquelles le fonds a été augmenté l'an dernier, et c'est les raisons qui ont été défendues à l'Assemblée nationale et auprès des parlementaires, pour que les parlementaires votent ce PLF en 2023, ces raisons, elles sont complètement caduques, pour le coup, presque 8 mois après, sans explication. Et on se trouve dans un contexte qui plus est, où le gouvernement avait lancé des démarches autour d'un plan culture-ruralité, autour des états généraux de l'information, qui sont complètement à l'opposé de cette décision-là. Donc en plus, il y a vraiment quelque chose qui est complètement incohérent, incompréhensible, paradoxal et clairement ciblé sur notre secteur très spécifique des médias. Parce que pour parler du budget global du ministère de la Culture, il est stable par rapport à l'année 2024. Et sur la mission médias et industrie culturelle, qui fait partie aussi donc, du ministère de la Culture, il y a une baisse de 12 millions d'euros. Et cette baisse, en fait, elle est supportée à plus de 10 millions d'euros par les radios. Donc plus de 87% de cette baisse est supportée par les radios associatives, alors que dans le budget global de la mission donc industrie culturelle et médias du ministère de la Culture, on ne représente que 4% de ce budget-là, de cette enveloppe-là. Au niveau du budget de l'audiovisuel public, on ne représente que 0,9%. Je parle lorsqu'on touche là les plus de 35 millions d'euros. Et sur le budget global du ministère de la Culture, c'est 0,32%. Donc nous, on a ressenti ça, mais vraiment comme le souhait d'une véritable exécution. Ça a été réfléchi, ça a été décidé, acté donc, puisque ça se retrouve dans le PLF. Maintenant, il faut voir si c'est véritablement assumé avec le vote de la représentation nationale. Alors, vous affirmez que 70 à 80% des radios associatives sont menacées de fermeture et plus de 800 emplois risquent d'être supprimés. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie pour les équipes qui font vivre ces radios au quotidien ? Alors on va être un peu caricatural parce qu'on n'a pas le détail en fait des conséquences que pourrait amener cette mesure, mais 35% ou 30% de moins sur le fonds de soutien, allez, on va caricaturer, c'est 30% de moins des subventions actuelles que touchent les radios.
quand ça représente, alors là on est vraiment dans la valse des chiffres, mais 40% des ressources, ça veut dire, en donnant des chiffres, 15 à 20 000 euros de moins éventuellement pour une radio. Donc c'est déjà quasiment un équivalent temps plein au niveau de nos salaires, ou un demi-temps plein, voilà. Et compte tenu sur les 780 radios, j'ai parlé d'une moyenne de 40%, c'est une moyenne de 3 ETP à peu près, au niveau des radios associatives. Mais il y a tout un tas de radios qui fonctionnent ou qu'avec des bénévoles, ou avec un seul salarié ou 2 salariés. Et là, on estime que c'est à peu près 200, 250 radios, 200 radios qui fonctionnent, qui ont cette typologie. Donc pour ces radios-là, à très court terme, c'est disparition. C'est une disparition. Et pour les autres radios, c'est donc 30% à minima de leur subvention qui diminue. Donc on a parlé de 70-80% impactés, mais c'est fortement impacté. Certaines pourront résister, elles ne disparaîtront pas. Mais l'impact sur leur activité sera majeur. Le pire, c'est aussi l'effet boule de neige qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dirigeants qui... c'est très difficile de gérer une radio associative, mais qui arrivent, je dirais, presque au bout du rouleau, mais on leur annonce en plus cette nouvelle-là. Non, il y a un ras-le-bol général. Et c'est-à-dire que là, je sais très bien qu'il y a plusieurs dirigeants qui préféreront arrêter plutôt que de poursuivre et de se faire mal. Le sadomasochisme, à un moment donné, il y a des limites. Ce qu'il faut expliquer aussi, que le FSER, c'est pas une subvention automatique. Il faut faire un dossier très contraignant, très lourd, pour obtenir cette subvention. Oui, c'est pas un cadeau, le FSER. Oui, voilà. Parce que parfois, c'est vrai que dans des négociations antérieures, on a pu l'entendre comme un cadeau, mais c'est pas un cadeau, c'est un dispositif d'accompagnement en plus qui est là pour qu'on remplisse une mission de service public et qui est très codifié. Et je rappelle que l'on a toujours des contraintes, les fameuses contraintes au niveau des recettes publicitaires. Alors je ne demande pas le relèvement, parce que ça aurait des conséquences mais dramatiques sur l'ensemble du paysage radiophonique. On y reviendra peut-être plus tard. Mais nous avons quand même, il ne faut pas l'oublier, des contraintes et des missions à accomplir. Et il faut les prouver à chaque fois. Et un dossier administratif, même si ce n'est pas le plus compliqué, le fonds de soutien, il ne faut quand même pas non plus exagérer. Mais en tout cas, ça mobilise quand même pas mal de personnes tout au long de l'année pour pouvoir le remplir. Alors justement, les missions, on peut en parler. Parmi les missions, il y a tout ce qui est culturel, l'information locale et l'éducation aux médias. Quel impact ça va avoir concrètement sur toutes ces activités, sur le tissu culturel local, sur le tissu associatif que les radios animent et sur ces ateliers d'éducation aux médias pour les jeunes et aussi les moins jeunes, puisqu'il arrive que les radios associatives fassent des ateliers en EHPAD, par exemple. Quel impact ça va avoir sur ces missions ? C'est bien simple, des salariés en moins, ça induit des actions en moins sur le terrain, moins de plateaux radio pour suivre les événements culturels, sportifs, moins d'ateliers à l'éducation aux médias et à l'information auprès soit d'un public jeune, soit, comme vous l'avez précisé, auprès d'un public plus adulte. C'est moins de personnes salariées, ça va donc engendrer moins d'actions vont entraîner moins de moyens. C'est ça qui est terrible en fait, c'est une spirale infernale. Là est amorcée en fait une véritable entreprise pour la disparition des radios associatives. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et sur certains territoires, très, très simplement, si la radio disparaît, c'est la fin de tous les services qu'elle proposait. Oui. Parce qu'en plus, il y a vraiment des radios associatives dans des territoires ruraux qui sont vraiment... Ces radios sont un acteur indispensable de la communication locale. Ce sont les seules radios, je pense aux zones montagneuses par exemple, ou certains départements très ruraux où les radios associatives jouent un rôle indispensable. Et sur l'outre-mer par exemple, où elles sont très présentes. Sur certains secteurs, à La Réunion par exemple, il y a un tissu de radios associatives très fort et qui a une activité très importante pour le lien social également. Alors partout, mais je pense... voilà. Et même au niveau des médias, très souvent, c'est le seul média présent dans des zones rurales, périurbaines, ou des zones de montagne, ou même dans les territoires d'outre-mer. Alors donc, certaines radios vont être tentées, vous le disiez tout à l'heure Jean-Marc, de faire un peu plus de pub par exemple. Quel impact cette évolution pourrait avoir sur le marché publicitaire local de faire plus de publicité? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme problème? Moi je vais faire une petite digression, je vais parler des radios commerciales.
c'est que le paysage radiophonique a mis plus de 40 ans pour trouver un équilibre qui reste toujours précaire, mais il y a quand même un équilibre entre les différentes catégories de radios. Les radios associatives, les radios commerciales locales, donc les réseaux nationaux, les radios généralistes, etc. Ça a mis du temps pour trouver cet équilibre. Dans les années 80, c'était quand même une véritable sauvagerie entre radios, avec des radios qui se faisaient racheter à tour de bras pour constituer des réseaux. On ne souhaite pas revivre la même chose. Il y a une pluralité, une diversité du paysage radiophonique. Et les radios commerciales également participent à cette diversité et à améliorer le choix pour les auditeurs et les auditrices. Sur un média qui est attaqué de toutes parts, parce que, comme tous les autres médias traditionnels de toute manière, parce qu'il y a l'arrivée, l'émergence de nouveaux acteurs. Je pense notamment à ce qui se passe sur Internet, avec les réseaux sociaux, également pour les radios musicales, Spotify ou Deezer, et d'autres plateformes. Donc il y a une concurrence qui est en plus dérégulée, qui mange aussi un tout petit peu du gâteau publicitaire local, parce que très souvent vous avez des commerces et autres qui préfèrent faire de la publicité, c'est gratuit, ils pensent que c'est gratuit sur Facebook, et ils font des investissements à minima, avec les retombées qui sont celles qu'elles sont, en tout cas ce qu'offrent ces réseaux sociaux. Si on enlève un tout petit peu de budget aux radios commerciales, ça va aussi fragiliser les radios commerciales. Donc c'est un déséquilibre total du paysage radiophonique local. C'est pour ça que nous-mêmes, pour compenser cette baisse du fonds de soutien, on ne peut pas non plus admettre un relèvement du pourcentage des recettes publicitaires maxi au niveau de notre chiffre d'affaires, parce qu'on sait pertinemment que ça fragilisera les opérateurs, les éditeurs commerciaux, et notamment les radios de catégorie B. Ouais. Et d'ailleurs, elles ont très bien compris, puisqu'elles ont fait un communiqué via le CIRTI, le syndicat qui les représente, pour dénoncer le danger qui touche tout le secteur, qui les touche à elles en particulier, mais par voie de conséquence, au final, c'est tout le secteur qu'on met en branle. Et dernier point, est-ce que ça ne va pas compromettre le développement du DAB+, ben. La radio numérique terrestre, puisqu'on est en plein dedans, c'est en plein développement en France, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est vraiment l'avenir de la radio, en tout cas c'est ce que l'on dit, avec l'IP. Est-ce que ça va pas mettre un coup de frein énorme au développement du DAB+, en France? C'est un déploiement de toute façon qui est difficile, pour tous les éditeurs, je dis bien pour tous les éditeurs, mais c'est un déploiement qui est quand même souhaité par une immense majorité des radios, qu'elles soient associatives ou commerciales. Mais là, ce serait un frein total. Vous imaginez des multiplexes, c'est-à-dire une fréquence où il y a un ensemble de radios. On peut aller jusqu'à 13 radios en DAB+. Vous imaginez des multiplexes qui ne seront plus remplis, où il y aura peut-être 8, 9 radios, parce que les radios associatives seront parties parce qu'elles ne pourront pas le financer. Donc c'est quoi? On verra l'arrivée de nouveaux éditeurs commerciaux, ça mangera le gâteau publicitaire, et aussi et surtout 8 à 9 éditeurs radiophoniques sur un multiplex, ça coûtera plus cher que lorsque le prix est divisé par 13. Voilà, c'est aussi bête et simple que ça. Donc oui, ce sera certainement un frein aussi. Et là aussi, on arrive toujours sur ce même paradoxe par rapport aux états généraux de l'information, par rapport au plan culture et ruralité. Là, cette fois-ci, ça va contre le livre blanc qui a été édité par l'ARCOM, c'est-à-dire l'autorité de régulation, sur ce fameux déploiement qu'il faut accélérer du DAB+, de la radio numérique. Donc voilà, c'est une décision que l'on ne peut pas comprendre. Alors, quelles seront les prochaines étapes de la mobilisation, notamment des locales, qui est l'union, je le rappelle, du SNRL et de la CNRA? Quelles seront les prochaines actions pour éviter cette coupe du FSER et pour préserver l'avenir des radios associatives? Est-ce que vous avez déjà des retours, d'ailleurs positifs, de personnalités politiques qui soutiennent la cause des radios associatives? Oui, tout à fait. Peut-être... un mot, on a été assez visionnaire au final avec les locales. Oui. Parce qu'on a créé cette union en février dernier. En février dernier, on l'a officialisé. On a commencé nos premières discussions pour la créer. C'était il y a un an à peu près. Oui. Parce qu'on sentait venir quand même des changements sur le secteur. Alors à d'autres niveaux, pas celui-là il nous a bien surpris.
Mais on y repensait, là, on avait un conseil national au niveau du syndicat du SNRL, et on se disait, on a été visionnaire, on a bien fait quand même il y a un an, parce que sinon, c'était primordial d'avoir une réponse coordonnée, commune, voilà, de toutes les radios. Les faits auraient fait justement qu'on y serait arrivé, mais peut-être pas de manière aussi efficace, parce que là, on a quand même été très efficace. Quand on a peu de temps. Voilà, quand on a eu l'info donc lors de la présentation du PLF qu'il a fallu vérifier, puisqu'elle n'était pas communiquée. On a réagi très vite, de manière collective au sein des locales. Le premier enjeu, c'était vraiment d'informer, alerter, sensibiliser, parce que autant nos radios, nos propres radios, déjà il fallait, beaucoup n'y croyaient pas à cette annonce, donc il fallait les informer sur la réalité de ce qui se passait, c'était pas quelques broutilles qu'on a enlevées, là c'était vraiment une bombe nucléaire qui nous tombait sur la tête sans savoir d'où elle venait, informer les élus. Alors on est arrivé à ce niveau-là, ça y est, on a réussi à faire passer l'information. Maintenant, les différentes étapes qui nous arrivent suite à la présentation du PLF par le gouvernement, c'est la voie parlementaire. C'est-à-dire que le budget va être étudié, analysé et débattu à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ça commencera par la commission culture. Il y a une commission culture qui étudie le budget de la culture, ligne par ligne, programme par programme. Donc les premiers débats auront lieu à ce niveau-là. Les députés qui sont présents à la commission culture pourront déjà mener des amendements au projet de budget. Donc première échéance, et cette échéance elle est pour autour du 20-25 octobre là. Elle est à ce niveau-là. Ensuite, une fois que le budget, cette monture sera validée en commission, elle va à la plénière de l'Assemblée le vote, et ça va au Sénat, et rebelote, même protocole, il y a une commission culture au Sénat qui étudiera, et ça revient à l'Assemblée nationale. Là s'ouvre toute une période d'un mois, c'est à la fois beaucoup et très peu, où il y aura ces allers-retours, et où on a un travail de fond à faire auprès des élus, qui donne déjà d'ailleurs des premiers retours. On a eu des retours qui sont plutôt positifs et de la part de certains élus. D'autres, on attend toujours leur réponse, donc on est toujours dans l'attente. Mais la mobilisation, en tout cas, a déjà porté ses premiers fruits, donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut toujours rester mobilisé. C'est ça le plus important. Question piège, est-ce que l'on connaît les conséquences, parce que vu l'instabilité politique et chronique de l'Assemblée nationale, est-ce que l'on sait ce qui se passerait si le PLF n'était pas voté, si c'était bloqué? Alors, constitutionnellement, de toute façon, il peut y avoir un passage, pas via le 49.3, mais il peut y avoir des dépôts de motions de censure par la suite. Donc voilà, c'est tout le cheminement politique traditionnel lorsqu'il y a des lois ou des propositions de loi de finances, donc ça fait partie des lois qui sont votées devant la représentation nationale. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier message pour vos auditeurs et puis pour les radios associatives et puis aussi pour les décideurs politiques qui nous écoutent peut-être, pour les élus? Est-ce que vous avez un message, Christophe? Alors, pour les radios, on continuera à le dire, il faut rester mobilisé, il faut qu'elles continuent à informer, sensibiliser, alerter, et les auditeurs et leurs partenaires, qu'elles soient collectivités, associations, tous ceux qui viennent au micro de leur radio, pour bien prendre conscience de ce qui peut se passer et faire remonter aux parlementaires. Là, jusqu'à fin novembre, on est en fait dans ce processus-là. Moi, j'ai envie de faire passer un message aux personnes qui ont pris cette décision. C'est: est-ce que vous avez mesuré les conséquences de la disparition de centaines de radios associatives au niveau de notre société qui est plutôt très fractionnée actuellement? Les radios associatives, ce sont aussi des médias de cohésion où on trouve des débats plutôt apaisés sur nos antennes, et ça participe à la vie démocratique de notre pays. Donc je remercie quand même la forte mobilisation qu'il y a eu de la part des radios, parce qu'elle a été quand même assez immédiate, assez directe. Je remercie aussi les élus qui nous ont apporté leur soutien et qui continuent à apporter leur soutien, et à toutes les bonnes volontés. Par exemple, votre bonne volonté d'être venu pour animer cette émission, et aussi à Broadcast Associé, donc, qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission.
Très bien, merci Jean-Marc Courrèges-Sénac. Je le rappelle, vous êtes coprésident de la CNRA, Confédération nationale des radios associatives, et de l'association Les Locales. Et Christophe Bedbédé, vous êtes délégué général du SNRL, Syndicat national des radios libres, et membre du conseil d'administration de l'association Les Locales, qui, je le rappelle, regroupe à la fois la CNRA et le SNRL pour représenter les radios associatives. Merci donc à Fabrice Gauthier, à toute son équipe, l'équipe de Broadcast Associé qui nous a accueillis sur son plateau, sur le 202 à Clichy. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur les sites du SNRL, www.snrl.fr, et le site de la CNRA, www.cnra.fr, et puis également sur tous les réseaux sociaux, sur les pages Facebook et autres comptes X, ex-Twitter, ou encore Instagram. Merci à vous. Merci messieurs. Merci beaucoup. Le SNRL, les Locales et la CNRA vous ont présenté PLF 2025, qui veut la mort des radios associatives. Une production Broadcast Associé.